Donc je renouvelle le bonjour de toute l'équipe d'Alca à l'ensemble de nos participants à cette journée. Plutôt satisfait de la collaboration nationale qu'on a pu mettre en place à travers la FIL, donc qui est notre fédération qui regroupe l'ensemble des agences du livre et des conseils régionaux qui sont associés aux travaux de ce réseau. Et donc très satisfait que cette journée anniversaire de la loi Langue, nous puissions l'aborder et là avec la chaîne professionnelle du livre, qu'on puisse l'aborder en fonction de ces différents métiers. Je pense que c'est une bonne chose, classique sûrement, mais c'est important de retracer un peu le parcours que peut avoir un livre et les différentes fonctions aujourd'hui qui structurent cette chaîne. Je vais me permettre en introduction, parce que j'ai trouvé qu'en écoutant depuis ce matin, je trouvais qu'on avait se rappelait juste que Jérôme Lindon, le fondateur des éditions de Minuit, a été un des acteurs majeurs du développement de cette loi, enfin de la mise en place et du débat autour de cette loi du prêt unique en 1980 et 81. Ça me paraissait nécessaire peut-être de rappeler sommairement sa présence, considérant qu'il nous a quittés il y a maintenant une vingtaine d'années. Dire que la matrice un peu de cette loi qui a déjà été fortement expliquée, mais dont on va pouvoir revenir un peu, a permis cette faculté particulière de développer, même si on considère que quelquefois les études ne peuvent pas tout le temps le démontrer, mais cette bibliovariété, cette bibliodiversité qui est quand même un des éléments assez essentiels du champ éditorial français et que donc de fait nos lecteurs peuvent en bénéficier, c'est une très très bonne chose. Rappeler l'importance du tissu dense de la librairie, c'est-à-dire que ce fait a quand même développé fortement l'implantation et le développement des librairies. Je pense qu'on pourra y revenir. Dire que nombre de la puissance publique s'est emparée de ce sujet-là. Et aujourd'hui, quand on observe sommairement la place et le rôle des différentes collectivités territoriales, on s'aperçoit quand même que cet effort se conjugue, s'harmonise quelquefois. Et j'ai bien entendu qu'il y avait aussi une évolution qui était en cours dans le cadre de la loi d'Arcos, qui va refixer aux communes un rôle plus spécifique. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours sur la compétence économique et qui est aujourd'hui fortement concentrée sur les régions et qui est un peu disparue des autres collectivités. Là, c'est réaffirmer ce rôle que les communes pourront jouer et c'est une très très bonne chose de rappeler un peu ces enjeux-là. Je dirais aussi que, il ne faut pas l'oublier, c'est que cette loi que l'on considère et qui a évolué au fil du temps et qui s'est améliorée dans sa composition et dans sa structuration, a subi quelques attaques. Et j'ai souvenir d'une, puisque j'ai pu aussi croiser en 2008, monsieur le maire d'Agen, toujours maire de notre commune d'Agen, a évoqué dans le cadre de la loi de finances 2008 une remise en cause du principe de la loi du prêt unique. Ça a été un vrai débat. Ce débat s'est traduit dans notre région, puisqu'il s'est traduit aussi au Conseil régional d'Aquitaine, si je peux me permettre, mais qui s'est étendu quand même à quelques conseils régionaux et qui, bien évidemment, a été écarté. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier qu'une loi peut être aussi remise en cause et qu'il ne faut pas que ce travail prégnant, il faut toujours le conserver et le défendre. Voilà. Alors, je vais me permettre, avant de lancer le débat, excusez-moi, mais je me suis permis de relire un certain nombre de discours de Jack Lang. Et j'ai considéré que si il y en avait un dont je trouvais, moi, qu'il avait fait la synthèse des débats autour de cette loi, c'est le discours qu'il a pu faire le 29 juillet 1981 au Sénat. Il avait déjà fait le premier à l'Assemblée nationale, il y avait eu un certain nombre de remarques qui lui avaient été faites, et il a conçu un discours qui, à mon avis, si je peux me permettre, couvre... Alors, n'ayez crainte, je ne vais pas vous lire tout le discours, ça c'est sûr, mais je me suis permis... Vous avez eu peur, hein. Je me suis permis d'en extraire 7 petits paragraphes, et que je trouve que ces 7 petits paragraphes reposent les sujets qui sont les sujets de nos débats, et qui peuvent être tout à fait les sujets que nous aurons à cette table ronde, et que dès 1981, ils étaient évoqués de façon assez pertinente. Je vais me permettre, Si vous en avez marre, vous pouvez sortir. Alors, allocution sur le prix du livre au Sénat le 29 juillet 81. Jack Lang. On l'a souvent dit, sans prendre toujours la vraie mesure d'un tel énoncé, le livre n'est pas un produit comme les autres.
c'est une création de l'esprit, une des plus nobles créations de l'esprit et de l'imaginaire, et qui, en tant que telle, ne saurait être soumise sans une protection particulière à l'unique loi du marché. Au centre de ce débat, deuxième paragraphe, au centre de ce débat, c'est donc, je le répète, l'avenir de la création littéraire en France qui est en cause. Au fond, nous devons, à chaque moment de ce débat, nous poser la question suivante: quelle chance notre pays, quelle chance notre législation, quelle chance notre organisation sociale donne-t-il à un nouveau Balzac, à un nouveau Rimbaud, à un nouveau Proust, à de nouveaux auteurs? C'est une question principale. Le prix unique du livre doit permettre premièrement l'égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix partout sur tout le territoire national. Deuxièmement, le maintien d'un réseau décentralisé et très dense de distribution, notamment dans les zones géographiques les plus éloignées de nos centres, c'est essentiel. Troisièmement, le soutien au pluralisme de la création et de l'édition, en particulier pour les ouvrages de littérature et les ouvrages difficiles. J'ajoute que ces dispositions ne s'appliquent pas, selon l'article 2, parce qu'il fait souvent référence aux achats effectués par l'État et les collectivités locales, par les établissements d'enseignement, par les bibliothèques des comités d'entreprise et par celles qui assurent un service de lecture sur place et de prêt à domicile. Les éditeurs ont accepté de ce point de vue et m'ont adressé, il est fin juillet, donc il a déjà dialogué avec un certain nombre de professionnels, les éditeurs ont accepté ce point de vue et m'ont adressé une lettre d'engagement par laquelle ils promettent que l'évolution des prix des livres sera contenue, modérée, et qu'en particulier, il sera tenu compte des efforts de productivité que l'ensemble des branches, le système de remise qualitative et quantitative, de façon à rééquilibrer les relations financières avec l'ensemble des vendeurs, libraires notamment. L'objectif d'une grande politique de la culture est précisément de permettre à tous les citoyens français, quel que soit leur lieu d'habitation, de pouvoir aussi aisément que possible se procurer des livres grâce à un réseau de libraires diversifié, disposant d'un vaste échantillonnage. L'acte que vous accomplirez, il se tourne vers les sénateurs, l'acte que vous accomplirez, si vous acceptez de suivre le gouvernement, c'est un acte qui a valeur de symbole, il marque un changement et le début d'une politique offensive et volontaire en faveur du développement du livre, de la lecture et de la création littéraire. Voilà Jack Lang, fin juillet, ce qu'il rappelle aux sénateurs qui voteront de façon un peu mitigée quand même. Il y a encore un courant assez fort qui veut que le libéralisme économique s'applique à tous, et en particulier aux livres. Voilà, donc c'est de cela dont nous allons un tout petit peu se permettre de discuter. Donc je vais vous demander de vous présenter. Alors est-ce que je vais essayer de ne pas me perdre. Proposer donc Madame Hélène Vignal, qui est autrice, de se présenter, et chacun se présentera, voilà, et puis après on lancera le débat. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci Patrick, merci pour cette invitation et cette introduction passionnante. Je suis effectivement autrice dans le secteur de la littérature jeunesse et je suis également coprésidente d'une association qui s'appelle la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse, qui est une organisation professionnelle qui promeut la littérature jeunesse et défend ces producteurs, puisqu'on est dans le champ de l'économie, utilisons le gros mot, qui sont aussi des artistes-auteurs. Voilà. Donc je vous parlerai du point de vue des auteurs, du mien, mais aussi de celui des 1400 adhérents de l'association que je co-préside. Voilà. Merci beaucoup. Georges Monti. Oui, bonjour. Je suis donc probablement le plus ancien témoin, en tout cas autour de cette table, ou derrière cette table, puisque j'ai commencé mon activité, peu ou prou, le 1er janvier de l'année de promulgation de la loi. Donc, ces histoires de ce que vient de rappeler Patrick à l'instant, c'est des choses que je me rappelle de façon assez précise. J'ajoute que depuis 40 ans, j'ai exercé ce métier avec une foi d'artisan chevillé au corps. J'ai beaucoup défendu cette position et je pense que sans la loi, des éditeurs comme moi, pour nombre d'entre eux, n'existeraient plus et ne pourraient pas surtout apparaître aujourd'hui. C'est de ce point de vue que je porterai mon témoignage. Merci. Christine Druckmann. Oui, bonjour, Christine Druckmann. J'ai créé la librairie La Belle Aventure à Poitiers en 1994 et je la dirige depuis lors.
J'ai fait partie de la poignée de libraires qui, fin des années 90, a réfléchi à la possibilité de recréer un syndicat unique de la librairie, connu aujourd'hui sous le nom de SLF. C'était un gros chantier à l'époque parce que la profession était très divisée. Il y avait d'ailleurs encore des libraires qui étaient hostiles à la loi, il faut le rappeler. Donc j'ai été la première vice-présidente de ce syndicat et j'ai fait partie des instances dirigeantes pendant une bonne dizaine d'années. Et nous étions dans des années où il y avait encore fort à faire pour la faire respecter. Donc je peux à la fois témoigner de ça, mais je peux aussi, bien sûr, avant tout, témoigner en tant que libraire, né en 1994. Franchement, si cette loi n'avait pas existé, c'est une évidence que la belle aventure n'aurait jamais vu le jour à Poitiers. Merci. Et François ? Bonjour, François Osfelter. Je suis donc le directeur de la bibliothèque départementale de la Vienne. Et je vais apporter plutôt un regard côté client, puisque les bibliothèques sont un des clients des libraires, et que ça peut être intéressant d'avoir ce regard sur cette loi, par ce prisme. Très bien. Vous connaissez mon académisme. Nous allons reprendre et demander à Hélène Vignal de nous présenter un peu son regard sur la loi, son sentiment sur les évolutions qu'elle peut rencontrer sur la situation des auteurs, dans la relation avec leurs éditeurs, avec la relation avec les libraires, voir véritablement un peu le panel de vos réflexions en la matière. On fera comme ça un peu sur chaque opérateur, j'allais dire, de cette chaîne économique, et nous garderons un temps pour que la salle puisse poser des questions. Donc n'hésitez pas à gratter un peu vos questions pour pouvoir les poser au terme de nos discussions. À vous. Allez hop. Bon, moi je vais donc vous parler du point de vue des auteurs. Peut-être commencer par faire un petit rappel sur comment vivent en fait, comment vivent les auteurs. Les auteurs n'ont pas de rémunération de leur acte de création. Ils travaillent en quelque sorte gratuitement. Ce qui est rémunéré, c'est une quote-part de la vente de leur production, c'est-à-dire du livre. Et donc les auteurs gagnent entre 0, parce que ça existe encore, %, et on va dire, pour aller vite, 10% du prix public de leur livre. Voilà. Donc le livre est cédé à un éditeur et l'auteur a ce qu'on appelle un avaloir, qui est donc en fait une avance consentie sur les ventes prévues de ce livre. Et donc il ne gagne pas d'argent sur l'acte de création, mais il va gagner de l'argent il va être intéressé au revenu de la vente du livre. Ça, c'est un point qui est très important parce que, évidemment, quand on a bien ce mode de rémunération en tête, et si l'on ajoute un point qui est qu'un auteur peut avoir, par exemple, plusieurs éditeurs, c'est le cas dans le secteur de la littérature jeunesse, très souvent, un auteur travaille pour plusieurs éditeurs. Et troisième point qui est important de connaître, les droits d'auteur en fait nous sont versés avec un décalage de 6 à 18 mois sur la vente des livres, c'est-à-dire qu'un livre qui va être vendu en janvier 2020, nous toucherons les quelques centimes de droits d'auteur de ce livre en juin 2021. D'accord ? Donc on peut avoir jusqu'à 18 mois de décalage entre la vente du bien et la rémunération de l'auteur. Donc on est donc intéressé à la vente avec un pourcentage qui est défini par un contrat d'édition. On peut avoir plusieurs éditeurs et on est payé avec un différé assez important entre le moment de la vente et le moment où nous recevons nos droits d'auteur. Ce qui fait que si on n'avait pas un prix unique du livre, pour suivre nos droits d'auteur, et Françoise Sagan le disait avec... oui ? Non, Françoise Sagan le disait dans le petit film, pour peu qu'on ait réussi à la comprendre. En fait, c'est impossible. C'est déjà très difficile à l'heure actuelle de suivre ces droits d'auteur, parce qu'il y a tout un tas de subtilités dans lesquelles je ne vais pas rentrer, mais
provision sur retour, de pilons, d'exemplaires qui sont cédés à titre gracieux pour la promotion du livre, etc. Donc un auteur qui cherche à savoir exactement ce qui s'est passé pour son livre, s'il a marché, à combien il a été vendu, etc., aujourd'hui ne peut le savoir qu'à 6 mois de l'année N+1 de la mise en vente du livre. Donc c'est très compliqué de suivre. Donc imaginons si l'assiette, c'est-à-dire le prix du livre, en plus devait varier par point de vente. Il faudrait, je sais pas, il faudrait être autiste Asperger spécialisé en édition du livre, je pense, pour pouvoir suivre ses droits d'auteur. C'est pas possible, en fait. Déjà là, on a un petit peu de mal. Alors ça se passe très très bien avec des éditeurs qui jouent la carte de la transparence, etc. Malheureusement, c'est pas toujours le cas pour les auteurs que nous accompagnons à la charte des auteurs illustrateurs. Donc voilà, donc très peu de gens en fait connaissent le mode de rémunération des auteurs. Et ça a été dit d'ailleurs par plusieurs types d'acteurs également. Très peu de gens connaissent ce principe du prix unique du livre. Et j'ajouterais aussi qu'à ma grande surprise, moi, on continue à me demander, et ça va peut-être te faire bondir Christine, mais on continue à me demander, mais où est-ce qu'on peut trouver tes livres ? Voilà, et à chaque fois, ça m'assoit parce que, voilà, Dieu sait qu'on a un réseau de librairies en France qui est quand même fourni avec des libraires voilà, qui sont là, qui sont engagés, qui sont présents, qui font aussi beaucoup de travail sur le local, sur le territoire, sur les manifestations. Enfin, on voit la librairie, par exemple, l'Aventure, on la voit dans le hall du théâtre de Poitiers, sur certains spectacles, etc. Enfin, les libraires font un énorme travail, les éditeurs font un énorme travail de promotion, de mise en avant, etc. Et on a encore beaucoup de gens qui disent où est-ce qu'on peut trouver un livre. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai toujours en tête. Donc je pense qu'il faut toujours réexpliquer en fait qu'est-ce que c'est que ce truc de la chaîne du livre, qu'est-ce que c'est que ce truc des auteurs, des éditeurs, des libraires, comment ça fonctionne et qui est intéressé à quoi. Et puis dans la rémunération des auteurs, il y a une toute petite chose qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'on touche un tout petit peu d'argent du droit de prêt en bibliothèque. C'est-à-dire qu'on est intéressé sur le fait que nos livres sont empruntés dans les bibliothèques publiques. Voilà, ce qui est une très belle chose. Et on est également intéressé sur la copie privée, les droits de copie privée qui peuvent être produits autour de nos textes. Par contre, il y a un point sur lequel on n'est pas du tout intéressé, et ça a été d'ailleurs évoqué par Madame Benamou, c'est la question du livre d'occasion, puisque ça génère un chiffre d'affaires de 850 millions d'euros quand même, et qu'aujourd'hui, ni les éditeurs, ni les auteurs ne sont intéressés en fait à cette deuxième vie du livre. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop longue, hein, Patrick, mais voilà, en quelques mots, je pense que c'est important d'avoir en tête ce mode de rétribution du travail de l'auteur. Hein, c'est un intéressement à la vente. Donc, si évidemment le prix peut varier de 1 à 10 ou de 1 à 5, nous ne pouvons tout simplement plus suivre la réalité des ventes de nos livres. Et ce qui aussi appelle prix unique ou pas prix unique, mais prix unique à fond, la nécessité d'avoir aujourd'hui un outil de sortie de caisse qui permette aux auteurs de savoir exactement combien de leurs livres se sont vendus. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. J'ai un livre qui est sorti le 15 septembre. Je suis incapable de dire aujourd'hui à combien d'exemplaires il s'est vendu. Voilà. Donc, c'est déjà en l'état assez complexe. C'est déjà en l'état assez difficile de vivre de son travail de création. Et je serais curieuse de savoir, mais je compte sur certains participants de cette table ronde, comment les auteurs faisaient avant, en fait, pour s'y retrouver dans leur droit d'auteur. Merci. Merci pour cette explication, pour aussi ce plaidoyer quand même important sur la situation des auteurs et les difficultés que vous rencontrez dans le quotidien, j'allais dire, de cette chaîne économique, hein, qui s'efforce de répartir, mais qui quand même quelquefois laisse quelques principes un peu, j'allais dire, en marge. Oui. Juste, parce que ça ne serait pas correct de ne pas le faire de ma part, quand je dis que l'acte de création n'est pas rémunéré, c'est vrai. Par contre, il est
encouragés par des organismes comme les agences du livre, l'ALCA, comme le CNL, qui nous versent de temps en temps des bourses d'écriture. Voilà, et j'ai oublié de le mentionner, et c'est quand même très important de le dire. Pardon. L'agence verse la bourse, l'agence fait le chèque, mais c'est un jury qui valide le principe de ces attributions, et ça, c'est donner son importance à un jury de professionnels. On bascule sur le statut d'éditeur. Alors avec un petit regard ancien, si je peux me permettre, Ouais, oui. hein, puisqu'on vous allez voir des choses qui sont liées à l'origine de la loi langue, et donc ça me pousse un peu à regarder ma date de naissance, qui n'est pas toujours réjouissant. Mais il se trouve qu'en effet, j'ai commencé à pratiquer ce métier le 1er janvier, enfin officiellement, or je travaillais déjà un peu dans l'édition avant, le 1er janvier 1981. Donc, lorsque j'ai commencé, on était sous un régime, et ça va répondre en partie à la question que vous posez, sous un régime qui a successivement été celui du prix conseiller, qui a été le régime principal pendant assez longtemps. Et donc, le prix conseiller, c'était un prix qui était défini par l'éditeur, le prix de vente qui était défini par l'éditeur, mais qui n'emportait aucune obligation pour le détaillant de le respecter. Hein, c'est-à-dire que le détaillant pouvait appliquer une remise plus ou moins importante. Là-dessus, sous l'effet d'une sorte de foi libérale dont le président Monory, je l'appelle comme ça car il a été le président de cette région pendant très longtemps, région qui a un certain nombre enfin non seulement de la région d'ailleurs, mais du département de la Vienne, et l'une comme l'autre ont des raisons de se louer ou féliciter de sa présence à leur tête. Le président Monory, lui qui était plutôt un libéral à tout crin, a fait passer ce régime sous l'influence, il faut le dire, des commerçants du livre, a fait passer ce régime du prix conseiller à ce qu'on a appelé le prix net, et là c'était la dérégulation totale, et ça a duré quelques années à peine, hein, donc voilà, bon. Et j'en arrive au fait, vers, là en l'occurrence, cet ouvrage que vous voyez s'afficher à l'écran, qui est une mince plaquette d'une douzaine de pages, apparue en 1978, donc 3 ans avant la promulgation de la loi. Il faut se rappeler que François Mitterrand a été élu en 1981 et que la profession, pendant la campagne électorale, et assez en amont de la campagne électorale, avait poussé toute la gauche à s'engager sur ce sujet. Bien. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai apporté cette plaquette ? Cette plaquette s'intitule « La Fnac et les livres », et il me semble que si on ne dit pas ça, on ne dit pas quel est l'esprit de cette loi. D'abord, cette plaquette est signée de Jérôme Lindon, qui était alors le directeur des éditions de Minuit, qui était encore, on peut le dire, un petit éditeur. Il n'avait pas encore eu le prix Nobel. Ça, c'est la première chose. La chose que je peux dire au passage, d'ailleurs, c'est que cette loi, si les choses étaient bien faites, ne porterait pas le nom d'un ministre ou d'un homme politique, mais de son aspirateur principal. Donc, elle ne s'appellerait pas loi Langue, mais loi Lindon. Bon, je le dis comme ça avec amusement, évidemment. Et enfin, il faut savoir que cette histoire a été maniée, les arguments ont été maniés par le monde de l'édition à partir d'une politique de discount ou de braderie généralisée, comme on voudra, qui était pratiquée à l'époque par la Fnac. La Fnac, qui est devenue aujourd'hui une enseigne assez pâle du monde du livre, était en plein essor à ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas beaucoup encore de Fnac de province. Il y avait, à ma connaissance, en dehors des Fnac parisiennes, il y avait celle de Clermont-Ferrand qui avait été créée, mais celle très importante de Lyon, je ne suis pas sûr. Bordeaux, bien entendu, c'est arrivé beaucoup après. Passons. Et la Fnac faisait une remise à la caisse de 20% sur le prix conseillé, puisqu'on était resté quand même dans des habitudes anciennes. L'éditeur indiquait un prix de référence. Voilà. Et il faisait des rabais de 20%, ce qui leur permettait de dire
nous vous vendons le livre 20% moins cher qu'ailleurs. C'est donc, au regard de cette politique-là, et pour une raison, ça peut sembler comme ça un peu anecdotique, vous dites une enseigne, et une enseigne débutante, vend les livres avec 20% de remise, c'est peut-être un peu négligeable. Eh bien, il se trouve que non, puisque la part de la FNAC dans le carnet de clientèle, je voudrais qu'on aille, si on peut tourner les pages jusqu'à la page 13, il y a un graphique, c'est le seul du livre, qui n'est pas un livre technique épouvantable, hein, enfin un livre, un texte, et qui indique l'évolution du chiffre d'affaires des éditions de Minuit entre 72 et 77, enfin dans le chiffre d'affaires de cette maison, de la seule FNAC Montparnasse. Ça passe de 8% en 1974 à 20% en 1977. Voilà. Alors comprenez la chose suivante, le mécanisme économique très simple qui est expliqué par Jérôme Lindon et qui était très difficile à comprendre pour les profanes, est le suivant. Si je vends des livres à des détaillants qui obtiennent de moi ce qu'on appelait à l'époque des surremises, c'est-à-dire que je les lui vends avec un rabais beaucoup plus important, car vous l'imaginez bien, la FNAC ne consentait pas sur ses seules ressources les 20% de ristourne qu'ils faisaient aux clients, bien sûr. Ils en faisaient supporter une part, et une part la plus importante possible, à l'éditeur, en demandant d'abord, la base de l'époque c'était 33%, c'est très vite passé à 40, à 45, à 50, c'est monté jusqu'à 60, dans certains cas avec certains éditeurs pour la FNAC. Donc vous comprenez bien que l'éditeur n'a qu'une ressource à ce moment-là, c'est d'augmenter le prix de base de son livre pour compenser cet effet d'érosion de sa marge. Bien, et donc contrairement à ce qu'on imagine parfois, le libéralisme dans le commerce de détail et dans l'établissement des prix de vente n'est pas, contrairement à ce qu'on pense un peu naïvement, de nature à défendre une activité, à la défendre sur le plan économique, mais au contraire à la pénaliser assez gravement, car il n'y a pas besoin de chercher très loin. Si le livre est de plus en plus cher à cause de quelques pratiques de cet ordre-là, eh bien, les gens se détournent du livre. Donc la loi vient à ce moment-là, très clairement, à point nommé, si je peux dire, pour défendre d'abord l'édition et la diversité éditoriale. Il se trouve qu'ensuite, évidemment, les choses étant ce qu'elles sont, le monde de la librairie a bénéficié des effets de cette loi, mais le but premier, c'est d'ailleurs, je l'ai entendu dans le discours que vous avez cité, Patrick, le but premier, c'est l'avenir de la création littéraire qui était extrêmement douteux à la fin des années 70. Voilà. Quant au caractère prétendument inflationniste de la loi, car évidemment ces détracteurs ont prétendu que ça ferait monter les prix, c'est un argument qui a été utilisé très souvent et qui l'est encore aujourd'hui par les détracteurs de la loi. C'est une absurdité complète. On peut constater assez aisément d'ailleurs que ces 10 dernières années, les prix moyens de détail en librairie ont baissé. Ils ont baissé de près de 10%. Donc on peut pas en déduire d'ailleurs que la loi est pour rien dans cette affaire, parce qu'il y a beaucoup d'autres critères aujourd'hui qui font que les prix baissent, et notamment la surproduction. C'est pas plus bête que ça. Donc voilà, il y a des aspects économiques que je voulais vous signaler pour commencer, et puis il y a aussi des aspects moraux qui ne sont pas du tout négligeables, qu'il faudrait aborder, mais ça je laisse le soin aux autres participants peut-être de relever cette part de la réflexion.
Merci, merci. Il n'en demeure pas moins qu'il me paraît important. Là, vous nous avez proposé, et à juste aussi bien fondé à partir de ce document, c'est l'évolution de la situation économique et l'impact de la loi. Juste un petit mot, ce document est pratiquement inconnu désormais. Je signale qu'il a été interdit à l'époque de sa parution à la suite d'une saisine de la FNAC qui s'estimait diffamée dans cette histoire. Donc il a assez peu circulé, c'est une chose. Il a été interdit par un tribunal en référé. Il a assez peu circulé, mais je note que, y compris dans les milieux professionnels et dans les milieux même de la transmission, j'ai été enseignant à l'IUT Métiers du Livre pendant 9 ans, personne ne connaît cette plaquette, ce qui est assez regrettable. Il faudrait la republier à titre documentaire au moins. On peut y réfléchir. Regardez dans la chance que vous avez de découvrir ce document. Merci beaucoup de nous l'avoir amené. On peut y réfléchir à une communication autour de ce document. L'éditeur actuel, quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 40 ans après cette loi, vous êtes éditeur avec un catalogue de grande richesse, une histoire quand même de votre maison d'édition. Est-ce que vous pouvez nous en relater un peu, peut-être avec un zoom sur la réalité sociale et économique d'actuel ? Oui, alors je fais un peu figure d'exception, si je peux dire, en tout cas dans ma manière de pratiquer ce métier, que j'ai commencé voilà 40 ans. Je l'ai toujours pratiqué de façon assez artisanale, mais j'ai été adossé pendant des années à une imprimerie que j'avais du reste créée pour les besoins de la cause, mais enfin qui a travaillé pour un grand nombre de petits éditeurs au fil du temps, ce qui lui a permis de se développer, ce qui a permis aux éditions d'exister, et ce qui m'a permis à moi de rencontrer une myriade de gens du métier. Alors ça, c'est un point qui est aujourd'hui appartient à l'histoire, car j'ai cessé d'imprimer en 2007, ça fait déjà pas mal de temps, et je me suis replié peu à peu dans une sorte d'artisanat solitaire que je défends comme étant ma position et pas du tout comme une position idéale. Je ne pense pas qu'il y ait une seule façon de pratiquer ce métier. Mais enfin, disons, je privilégie aujourd'hui l'acte éditorial dans le champ du littéraire. Si vous voulez, tout à l'heure, ma voisine parlait du travail énorme que font les libraires, et les éditeurs également, disait-elle. Moi, je déplore que les lecteurs ne fassent pas le reste du boulot. Mais bon, donc, pour un peu... Oui, mais justement, c'est pour ça que je le dis de façon un peu provocante ou provocatrice. Il faut bien qu'on s'interroge sur le dernier stade, c'est-à-dire ce qui vient après les libraires. Alors les libraires peuvent évidemment parler de leur influence sur leurs lecteurs, ils peuvent aussi constater que les lecteurs s'échappent, qui sont à peu près incernables, qu'on ne sait pas où ils sont et qu'ils achètent chez Amazon sans savoir ce qu'ils font. Bien, donc dans un cas comme dans l'autre, si vous voulez, ma position est celle d'une sorte de dernier refuge pour un assez grand nombre d'auteurs dont je pourrais, évidemment sans citer les noms, dire que certains ont fait l'expérience de l'édition officielle, comme j'ai l'habitude de la nommer pour ne pas dire la grande édition, et finissent généralement atteints par la limite d'âge et la désespérance, par gagner des catalogues comme le mien. Je ne suis pas le seul, fort heureusement. On est assez nombreux à pratiquer le droit d'asile. En tout cas, nous travaillons pour des auteurs qui n'ont pas d'existence économique, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus par les grandes maisons comme ayant une notoriété suffisante ou un potentiel de vente suffisamment attractif pour qu'on puisse envisager de leur signer un contrat d'édition. Bien. Donc voilà comment je pratique ce métier. Je suis essentiellement un éditeur de littérature et d'art. C'est évidemment des domaines, la littérature de création, la littérature vivante, je veux dire, étant évidemment un peu le parent pauvre, mine de rien, car il faut bien évidemment, je dis mine de rien parce que
il faut bien que des auteurs se collent à la découverte pour un jour fournir de la copie aux marchands de papier. Mais donc il faut commencer par là. Donc moi je pense souvent aux jeunes auteurs, mais telle n'est plus tout à fait ma vocation. Je m'occupe de vieux auteurs, puisque je suis un vieux éditeur. Et croyez-le bien, les vieux auteurs n'ont rien à envier aux débutants. Ils se retrouvent souvent dans la même position. Donc c'est assez triste à dire. Et en même temps, vous voyez, je le dis avec une certaine liberté, une tranquillité d'esprit, parce que je fais ça dans le plaisir et pour le plaisir. Merci. Merci de la description que vous opérez aujourd'hui sur ces maisons d'édition. J'ai envie de vous dire, pour une agence telle que la nôtre, notre quotidien en région, et je vais utiliser ce terme-là, c'est de travailler avec des maisons d'édition dont le modèle économique est complexe, le champ éditorial et la diffusion est dur à mettre en place, la reconnaissance publique est un exercice difficile, on ne va pas se le cacher. C'est le quotidien en région. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que ce qu'on a entendu ce matin, avec tout le respect que je leur dois, on a parlé plutôt d'une édition avec une diffusion très conséquente, une commercialisation quasi naturelle et des auteurs qui ont déjà une notoriété. Et donc c'est bien de rappeler que la viabilité de vos maisons d'édition et nos maisons d'édition du quotidien aujourd'hui est naturellement complexe, et je crois que c'est un sujet qu'il faut en permanence rappeler, que ce modèle économique est compliqué à mettre en place. Merci beaucoup. Nous continuons notre chaîne et nous partons, c'est-à-dire très près, puisqu'on va visiter votre librairie qui est juste à côté, oui. Un peu plus haut, quand on s'approche de la place à Poitiers. C'est pas un Poitevin qui vous le dit, mais j'ai souvent été voir votre librairie. Donc, Christine Kruckmann, donc peut-être vous avez entendu un peu les positions, je vais utiliser ce terme-là, sur la situation des auteurs, la situation aussi de l'édition. Vous, libraire, aujourd'hui, 40 ans après cette loi sur le prix unique, un développement des libraires, on ne va pas se le cacher, d'un point de vue numérique et qualitatif sur l'ensemble du territoire, des politiques publiques aussi d'accompagnement des libraires. On peut des fois en discuter de la pertinence, mais en tout cas des politiques publiques, qu'elles soient État ou collectivité. Comment ressentez-vous, j'allais dire, votre fonction et le place et le rôle de votre librairie ? Plus essentiel que jamais. Je n'en doute pas. Ça vient même d'être reconnu publiquement lors de la pandémie. Donc, je vais amener un son de cloche un peu différent de celui de Georges, non pas parce que je ne suis pas d'accord sur le constat. Bien sûr, j'approuve tout à fait tout ce qui a été partagé là, mais je veux juste témoigner et c'est une tellement bonne nouvelle, de l'incroyable retour de fréquentation des librairies qui est constaté depuis, grosso modo, depuis la crise Covid, mais on avait vu s'amorcer quelque chose avant, c'est-à-dire la pandémie ne suffit pas à expliquer le retour du lectorat vers la librairie. Et on va pas passer, je ne voudrais pas consacrer mon intervention à ça, mais il est évident que il y a un retour de balancier concernant les pratiques culturelles. Vous êtes une génération, globalement, qui a commencé à comprendre que le numérique et les écrans sont absolument essentiels, mais ne peuvent pas faire toute la vie. Et en tous les cas, il y a dans la lecture du texte, silencieux, si je peux dire, une pratique culturelle qui amène des choses très différentes de la lecture sur écran, dans lesquelles on ne va pas entrer aujourd'hui. Mais l'expérience commence à être acquise. Il y a quelque chose qui s'est incorporé de ce côté-là. Et comme il y a une transmission qui s'est un peu mal faite, une transmission générationnelle, il y a eu disruption, comme il est coutume de dire en ce moment. On voit arriver un lectorat plutôt jeune et qui n'a pas les codes, et Dieu merci, les librairies aussi se sont désacralisées, sont devenues beaucoup plus accessibles à un public plus large. Et il y a un rapport qui est devenu plus simple pour de jeunes lecteurs, quelquefois totalement inexpérimentés, venir dire « Écoutez, moi, je voudrais me mettre à la littérature russe, mais je ne sais pas du tout par quoi commencer. S'il vous plaît, aidez-moi. » Alors ça, pour un libraire, c'est absolument royal, vous imaginez bien. C'était une chose qu'on n'avait plus du tout l'occasion de faire pendant très longtemps, et en particulier pendant ces années où la FNAC, en particulier, s'est particulièrement développée, et notamment installée à Poitiers, où les libraires indépendants faisaient vraiment figure de brontosaures, de vieux
Enfin voilà, on n'était plus du tout dans l'air du temps. On s'énervait beaucoup contre nous parce qu'on n'avait pas les livres en 24 heures, qu'on n'avait pas tout disponible en un seul instant. Enfin bref, il y avait une image de la profession de libraire qui s'était beaucoup détériorée et qui est en train de revenir. Enfin, c'est rien de dire qu'elle s'est redorée. Il n'a jamais fait si bon être libraire. Je suis contente de connaître ça avant de passer la main. Et il n'y a jamais eu autant d'aspirants libraires ni autant de jeunes librairies qui se créent. Donc, le livre papier, contrairement à ce qu'on nous avait prédit il y a peu encore, est loin d'être mort, bien au contraire. Et la lecture du livre redevient une pratique beaucoup plus répandue qu'on ne croit. Alors, on ne retournera pas aux grands lecteurs d'autrefois, etc. Mais qu'importe. Le livre reste un média culturel de première importance. C'était ça dont je voulais témoigner d'abord, parce que c'est réjouissant. Revenir sur un tout petit peu quand même la loi, parce que c'est elle qui nous occupe. Oui, ça a été une bataille de très longue haleine, d'abord pour qu'elle voie le jour, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis lorsqu'elle a vu le jour, je vous dis, à cette époque, j'avais des responsabilités syndicales, c'était un champ de bataille incroyable pour la faire respecter. Nous avions tous dans nos villes, puisque c'était un syndicat national, donc on était un peu partout en France, nous avions tous dans nos villes des FNAC, des France Loisirs ou d'autres grandes surfaces spécialisées qui jouaient des jeux pervers et agressifs pendant un jour, 2 jours, de faire des prix, de faire des soldes, de faire des choses totalement interdites par la loi. Donc si on n'avait pas les moyens de dépêcher un huissier pour venir constater, pour pouvoir reporter les affaires en justice, on avait beaucoup de mal à faire... à force de faire respecter la loi, on est arrivé à ce qu'elle soit aujourd'hui globalement respectée, mais ils ont continué à jouer des petits jeux qui font que dans vos esprits, c'est encore resté flou. Du type, par exemple, c'est très simple, la FNAC, je crois que c'est encore le cas, pendant des années, a collé au dos de ses étiquettes par-dessus le code barre de l'éditeur, qui est un peu le code génétique de l'éditeur. Hein, c'est l'ADN du livre, le code barre, avec son prix, bien sûr, assorti. Une étiquette sur laquelle il est marqué prix FNAC, et qui reprend exactement le même code barre et exactement le même prix. Mais dans votre esprit, vous vous dites « Ah, ça, c'est le prix FNAC ». C'est-à-dire qu'en dessous, c'est sûrement un prix supérieur. Donc, des petites choses comme ça et d'autres, de mêler effectivement l'occasion et le neuf, de mêler des soldes divers et variés, de jouer sur des stratégies de communication qui, l'un dans l'autre, 40 ans plus tard, on n'a toujours pas réussi à faire passer clairement le message que le livre a le même prix partout. Et puis, il faudrait revenir sur ces fameux 5% de remises autorisées qui ont été prévues par la loi en 1981, sur lesquelles aujourd'hui, il faudrait dire avec clarté qu'il est urgent qu'on s'en débarrasse. De nombreux libraires ont continué à le faire sous forme de carte de fidélité, 5%. Nous l'avons fait aussi pendant tout un temps. Mais quand je vais vous dire que le bas d'un bilan, vraiment le tout bas d'un bilan de libraire, ça se joue entre 0,5 et 1,5% de son chiffre d'affaires, vous m'entendez bien ? C'est-à-dire, vous imaginez un chiffre d'affaires d'1 million, vous faites le compte, qu'est-ce que ça fait 0,5 ou 1,5%? Ça fait juste de quoi remplacer les ordinateurs. Voilà. C'est un peu la misère. Tous les cabinets, d'ailleurs, qui réalisent des études économiques pour la librairie sont toujours atterrés, et effarés et goguenards. Même les chambres de commerce aujourd'hui, ils reconnaissent que la librairie est le commerce de proximité à la plus faible marge en France. On le sait depuis longtemps, mais quand des cabinets comme Xerfi ou autres réalisent pour le ministère de la Culture et le syndicat de la librairie des études sur l'économie de la librairie, ils viennent nous rendre compte des résultats en nous regardant dans la salle en se disant « Mais qui sont ces gens? Mais vous êtes fous !» C'est-à-dire que très clairement, on fait un commerce qu'on ne fait pas pour faire du capital, mais enfin, si on en faisait un peu plus, on se porterait quand même mieux. C'est autre chose qui nous motive, ça va sans dire, et c'est important de rappeler tout le temps cette tension dans le livre, parce qu'on ne le dit pas assez, j'en ai trop entendu parler en termes d'objets de marché, mais enfin un livre, ou en tous les cas la plupart d'entre eux, et ceux dont on parle, ceux dont Georges parle, c'est avant tout un projet intellectuel, c'est avant tout une œuvre de création, enfin c'est de ça dont on parle ici, c'est pas du Xème livre de cuisine thaïlandaise, encore qu'on peut faire un très beau livre de cuisine thaïlandaise. Donc, oui. Je vous coupe 30 secondes, mais comme vous faisiez un pont avec les propos de Georges, est-ce que vous avez le sentiment que les types de maisons d'édition d'écrits accèdent facilement au rayonnage des librairies indépendantes?
Alors, tout ça est très complexe. Tout ça est très complexe. Ça a été dit plusieurs fois, un prix unique ne suffit absolument pas à protéger un marché. Et pour des raisons très simples, c'est que sur le marché du livre, comme sur les autres marchés, les 30-40 dernières années, on a assisté à une concentration industrielle de très grande envergure, à laquelle le marché du livre n'a pas échappé. C'est-à-dire, derrière l'édition, la diffusion et la distribution, qui sont une machinerie très lourde, très coûteuse, financièrement très, avec des investissements financiers extrêmement importants, ont eu pour effet qu'aujourd'hui en France, la possibilité pour un livre d'accéder à la librairie, c'est-à-dire d'avoir été présenté par des représentants, d'avoir accès à des comptes ouverts chez les libraires, des flux réguliers, qui nous permettent à nous d'acheter facilement, de façon simple, on va dire, un certain nombre de livres de petits éditeurs dépend hautement du diffuseur ou du distributeur chez lequel il se retrouve. Ce qui suppose quand même déjà de sa part d'avoir une relative production pour arriver à faire reconnaître l'intérêt de le diffuser et de le distribuer. Et ça, on le comprend aisément. Et alors là, comme aujourd'hui en France, il y a quelque chose comme encore 5 distributeurs, dont 3 très gros, et dont 2 qui mangent 70% du marché, que sont les grands groupes financiers Hachette et Vivendi, Interforum. Il est important de comprendre que les logiques d'un groupe financier qui représente, je vous le dis, 70% de la distribution du livre en France, ne va pas être du tout la même que la logique d'un distributeur qui est né de l'édition indépendante, telle Les Belles Lettres, ou telle même Harmonia Mundi, qui, même s'ils ont des dimensions industrielles aujourd'hui, ont quand même toujours à cœur de leurs entreprises, et même Madrigal, qui est aujourd'hui Gallimard-Flammarion. Je me suis permis de citer Kern et La Geste, aussi pour nos distributeurs diffuseurs. Si vous voulez. Ce ne sont pas des enjeux pour nous, mais oui, non, mais vous avez raison. Il faut le faire, bien sûr. Pardon, j'ai perdu le fil. Oui, c'est ça. Un exemple, très franco-français, c'est Gallimard. C'est l'importance de Madrigal aujourd'hui dans le paysage, qui est devenu un très gros groupe de diffusion-distribution, mais toujours tenu de main de fer par la famille Gallimard, ce qui, même si c'est un côté très paternaliste, quand même garantit que non seulement les maisons d'édition, mais les maisons de diffusion et de distribution gardent au cœur de leur projet d'entreprise le livre, avec tout ce que ça veut dire. Et bien sûr que la dimension commerciale est essentielle, comme dans une librairie. Notre premier devoir est d'ouvrir la porte tous les matins. C'est pareil pour un éditeur, c'est d'ouvrir son ordinateur tous les matins et de se mettre au boulot. Donc la dimension commerciale et financière est absolument essentielle tout le temps. Il ne s'agit pas de dire que nous, l'argent, machin, on n'est pas au-dessus de ça, du tout. On n'oublie jamais cette chose-là. Mais par contre, c'est le moyen, ce n'est pas la fin. Or, quand on est un groupe financier tel que Vivendi ou comme Hachette, c'est la fin, ce n'est pas le moyen. C'est-à-dire qu'on fasse les finances avec des armes ou avec des livres, peu importe. C'est ce qui rapporte le plus qui va être privilégié. Vous comprenez bien cette logique-là. Donc, j'en arrive à essayer d'expliquer quelque chose de très important pour les libraires. C'est que dans un marché régulé tel que celui du livre, et évidemment vous avez bien compris à mes propos que pas un seul instant je ne remets ça en question, néanmoins une difficulté majeure va être que du coup la marge du revendeur ne va pouvoir s'effectuer que sur la remise consentie par le fournisseur. C'est le seul marché, mis à part le médicament, que Françoise Benamou n'a pas cité. C'est intéressant de savoir que c'est les 2 marchés régulés en France par le prix. Donc, ça veut dire que moi, libraire, un livre qui se vend 10 €, pour pouvoir faire ma marge dessus, il faut que je demande à mon producteur-éditeur de me faire un rabais, une remise, d'accord ? Et on sait aujourd'hui que ça peut aller de 25 à 45, en gros. Évidemment, vous comprenez bien que, alors, je vais vous dire tout simplement, peut-être ça a déjà été dit, mais en dessous de 35% de remise, une librairie n'est pas viable.
hein, elle n'est pas viable. Et pour faire 35% de marge, pardon, qu'est-ce que j'ai dit, pas de remise, pour faire 35% de marge, ça suppose d'en faire beaucoup plus chez certains éditeurs. Ce n'est qu'une moyenne. Donc pour obtenir la moyenne de 35% de marge, il faut en faire beaucoup plus chez certains éditeurs. Donc le nerf de la guerre pour le libraire va être de tenir ces marges chez les fournisseurs. Or, quand il a en face de lui des fournisseurs qui sont des groupes financiers, comme je l'ai cité, Vivendi, Lagardère, ou des Madrigal, c'est autre chose, mais c'est quand même un groupe important, avec un marché important, ou Harmonia Mundi, ou Les Belles Lettres, ou alors des tout petits comme Serendip, comme Macassar, comme voilà, des minuscules diffuseurs-distributeurs comme ceux-là, qui sont carrément militants, qui ne soutiennent que de la littérature de création, le rapport n'est pas du tout le même, vous le comprenez bien. Hachette à la morgue, mais vraiment à le culot, le cynisme de nous dire en pleines assises de la librairie à Bordeaux, devant un parterre de 800 libraires, où il y a une libraire qui interpelle le directeur commercial de chez Hachette pour lui porter ses doléances qu'elle n'arrive pas à faire remonter autrement. Il lui répond « Votre librairie ne nous intéresse pas ». Mais comme ça, devant 800 libraires. C'est vous dire le niveau de cynisme, je veux dire, devant cette libraire qui se lève tous les matins. Enfin bon, je ne vais pas vous raconter le métier de libraire, mais je crois que vous êtes assez nombreux à savoir qu'il est passionnant, enthousiasmant au possible. Vous entendez bien à ma voix que 30 ans plus tard, je n'ai rien perdu du feu. Mais néanmoins, vous voyez peut-être aussi à mon pied qui est cassé que c'est un métier usant et dur, je veux dire, parce que c'est un métier où il faut beaucoup se battre. Il faut se battre contre ses propres fournisseurs, ce qui est quand même un comble. Est-ce que vous glissez dedans, dans vos fournisseurs, si je peux me permettre, la puissance publique? Les appels d'offres? Alors, ce n'est pas un fournisseur, c'est un client. Pardon, client. On va y venir. Ah, pardon. Je ne mélange pas du tout les fournisseurs et les clients. Je n'achète pas de livres à la puissance publique. Là, je parle de mes fournisseurs. Donc, on l'a entendu dans la lecture que vous avez refaite de Jack Lang. Enfin, la loi avait prévu que les points qualitatifs devaient prévaloir sur les points quantitatifs. Mais nos fournisseurs, et en particulier ces grands groupes financiers, ont tout fait pour dévoyer le qualitatif en quantitatif. C'est-à-dire le nombre d'opérations qui sont prises, le nombre de bons. Un certain nombre de choses qui font passer pour du qualitatif sont en réalité du quantitatif. Si bien qu'on se trouve à avoir... Qu'est-ce que je peux vous prendre comme exemple? Un éditeur de jardinage ou de bricolage, et Ulmer, qui fait des choses très belles, très beaux livres de jardinage que j'ai aussi à la librairie. Eh bien, moi, je vais les acheter à 37,5 de remise, et Castorama va les acheter à 40%. D'accord? Parce que Castorama, ou je ne sais pas quoi, Monsieur Bricolage, a une puissance de lobbying et de concentration auprès du groupe d'édition d'Ulmer, qui est Vivendi, que, bien sûr, La Belle Aventure n'a pas. Donc on voit bien que la loi a quand même été, et quand même encore dévoyée sur les conditions générales de vente, et en particulier celles des grands groupes. Et je voudrais dire aussi que cette obligation dans laquelle nous sommes de négocier avec nos fournisseurs nous met aussi, nous libraires, dans une position de subordination qui est préjudiciable à notre capacité à mener nos entreprises. Je veux dire par là que il y a tellement ce côté, il faut mériter la remise, il faut montrer, il faut faire preuve qu'on est compétent, qu'on est attractif, qu'on est militant, qu'on est, etc., pour obtenir, grignoter un demi-point par-ci, un demi-point par-là. Ça nous a rendu, vis-à-vis de nos propres fournisseurs, ça nous a mis dans une position qui est... regrettable et qui nous a souvent desservi dans les relations avec le syndicat national de l'édition, je tiens à le dire. Lorsque nos commissions commerciales se rencontraient pour débattre de nos remises ou de difficultés commerciales qu'on pouvait rencontrer, on nous envoyait systématiquement un sous-fifre qui hochait de la tête pour approuver nos doléances, et bien sûr c'était pareil que de n'avoir rien fait. Donc les éditeurs restent dans une position dominante, très clairement, sur la question du prix du livre, pas sur la question du prix du livre, sur la question des remises aux libraires. Or, il aurait suffi, depuis longtemps, qu'on ait quelque chose comme le Québec a,
C'est-à-dire qu'on décide que tout le monde, la maison de la presse du coin, la petite librairie, la grosse librairie, etc., à 40% chez tout le monde, à partir du moment où on installe la librairie, et basta. Pas plus, pas moins. Et là, vraiment, la librairie se porte très bien. Elle n'aurait pas de problème économique. Peut-être qu'il faudrait revoir, s'il ne faut pas passer à 41 ou 42, j'en sais rien, mais en tous les cas, on n'aurait pas ces cas de figure. Emmanuel Lavoie me parlait tout à l'heure d'une petite librairie qui s'installe sur le territoire, qui démarre avec un magnifique projet, avec du militantisme, avec de l'engagement, et la seule remise qu'elle arrive à obtenir auprès des fournisseurs est de 33%, mais c'est même pas la peine qu'elle se mette en route. Dans 2 ans, elle sera épuisée. Hein. Mais c'est impossible, c'est juste impossible. Déjà qu'on est épuisé quand on marche normalement, mais alors quand on ne marche pas normalement, c'est pire. Et enfin, je voudrais parler maintenant effectivement de la question... et ça fera la transition, et ça va être peut-être difficile. Il est préparé à l'idée. Alors là, pour le coup, j'y étais carrément dans le directoire du SLF à l'époque où le prépayant a été mis la gratuité en bibliothèque a été mise en cause par Jérôme Lindon encore lui-même à l'époque, il était toujours là. C'était fin des années 90, début des années 2000. En disant oui, mais attendez, nous, on a vraiment quand même, pour nos auteurs et pour nous, maisons d'édition de création, un manque à gagner énorme à cause du développement de la lecture publique, dont chacun se félicite, ça va sans dire, personne ne regrette le développement de la lecture publique. Mais un livre devenant de plus en plus souvent emprunté plutôt que acheté, tout le monde comprendra que économiquement, ça pose un problème pour l'édition. Donc un grand débat national avec beaucoup de remous, beaucoup d'altercations, avec des logiques antagonistes se sont heurtées, on le comprend. Intérêt public, intérêt privé, toujours, ça crée des complications à s'entendre sur le commun, sur l'intérêt commun à un moment donné. Qui a abouti sur cette idée un peu saugrenue que pour régler le problème du droit d'auteur, donc de la possibilité de rémunérer les auteurs, nous allions plafonner le rabais qui est consenti sur les remises, sur les commandes de collectivités, donc les bibliothèques, les écoles, etc. Et en échange de quoi les libraires reverseraient des droits d'auteur qui en fait serait compris dans le rabais. C'était un peu compliqué, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis cette loi, qui date, excusez-moi, j'ai un peu oublié, 2002, 2003, je ne me rappelle plus, 2003, enfin bon, peu importe, le rabais maximum autorisé aux collectivités est de 15% et non pas de 9%, contrairement à ce que tout le monde croit et dit et écrit dans les cahiers des charges, puisque nous, en plus des 9% de rabais qui sont directement consentis sur la facture, nous reversons 6% en droit d'auteur à la SOFIA, qui se charge ensuite de les gérer auprès des auteurs, comme l'évoquait tout à l'heure Hélène Vignal. Donc, c'était une solution qui nous a permis tout le monde était content, je veux dire, les bibliothécaires étaient contents, les libraires y gagnaient, en tous les cas les gros libraires y gagnaient, et là je vais y revenir. Les pouvoirs publics soufflaient parce que ce conflit d'intérêts nous avait mis avait mis le monde du livre dans un climat vraiment un peu qui devenait délétère. Sauf que, La Belle Aventure fournit la bibliothèque départementale de la Vienne depuis 25 ans, depuis sa naissance, pour les livres de jeunesse. Pendant longtemps, La Belle Aventure défendait auprès de la bibliothèque départementale de lui faire un rabais de 10%. En échange de quoi, nous avions une qualité de service, une qualité de proximité. Enfin, on faisait entendre, et la puissance publique qui est derrière la bibliothèque départementale entendait l'intérêt de prendre un fournisseur tel que La Belle Aventure à 10% plutôt qu'un grossiste parisien à 25%. Or, quand quand la loi sur le rabais est passée, nous nous sommes retrouvés à faire du 15%, impossible de refaire machine arrière. Parce que puisqu'il y avait ces 6% à reverser, il aurait fallu, excusez-moi du calcul, mais il aurait fallu consentir une remise de 4%
à la bibliothèque pour retrouver nos 10%, nous, de rabais global, si vous m'avez suivi. Donc autant dire qu'à l'époque, quand on est arrivé à ce compromis, parce que évidemment toutes ces histoires sont toujours des histoires, à un moment donné, il faut qu'il y ait un compromis. Quand on est arrivé à ce compromis de 15%, moi, petite libraire à l'intérieur du syndicat de la librairie, j'ai crié aussi haut que j'ai pu pour dire c'est trop, c'est trop, c'est trop. Pour nous, c'est beaucoup trop, c'est 5% de trop, on n'y arrivera pas. Mais il y avait un tel soulagement à faire aboutir une négociation et à un grand nombre de gros libraires qui faisaient partie du syndicat de la librairie à être très soulagés de faire dorénavant du 15 plutôt que du 25, que la loi est passée en l'état. Et aujourd'hui, Dieu merci, mais il aura fallu beaucoup de temps, la réalité économique des librairies devenant un sujet plus présent pour la puissance publique que jamais, on commence à comprendre que ce rabais de 15% aux collectivités est effectivement, greffe la possibilité pour les entreprises librairies, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des entreprises, de pouvoir équilibrer leurs comptes. Et donc, il y a des bruits de couloir, en tous les cas, il y a des réflexions qui se mènent sur cette question aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'exposé avec la variété des champs que vous avez expliqué. On va proposer à François, peut-être pas immédiatement de répondre à la dernière question, qui est quand même un peu prégnante. C'est un débat. C'est un débat dans nombre de collectivités. François, tu as été directeur de bibliothèque municipale, maintenant de bibliothèque départementale. La puissance publique s'interroge quelquefois lorsqu'elle parle de ces rabais. Je viens d'une institution où ce débat a eu lieu en plénière. Il est venu, il y a eu débat, en tout cas évoqué pourquoi. Pourquoi aujourd'hui on peut penser encore rabais en la matière, rapporté à la précarité de la situation des différents acteurs qui interviennent dans cette chaîne économique, qu'ils soient éditeurs, qu'ils soient libraires ou qu'ils soient auteurs. Pourquoi rabais? Question. Mais dans un premier temps, peut-être ton recul sur cette loi du prix unique, formellement, hein, et les incidences formelles que ça a pu générer en bibliothèque, en termes d'offres, d'organisation, enfin voilà. À toi. Alors, écoutez, concernant la lecture publique, alors malgré ma barbe blanche, je ne suis pas assez âgé pour avoir travaillé avant la loi sur le prix unique du livre, donc je ne pourrais pas tellement vous débattre de comment ça fonctionnait avant. Ce qui est clair, c'est que de ma perception, enfin de ce que j'en ai, et au cours des différents postes que j'ai pu occuper, donc j'ai pas mal écumé le territoire, ce dont on peut se réjouir, c'est qu'effectivement, on arrive à trouver des librairies indépendantes à peu près dans chaque préfecture, à quelques exceptions près, quelques sous-préfectures, voire même dans des villes modestes. Hein, je pense ici au Joliment à Vivonne, hein, qui est une librairie indépendante sur une toute petite commune. Donc, et ça, quel que soit le territoire. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de le souligner parce que c'est pas le cas partout. Ça a donc sans doute permis effectivement cette diversité, cette égalité territoriale, en tous les cas une relative égalité territoriale. Ensuite, ce que je peux dire également, c'est que durant ces 40 années, il y a deux dynamiques qui sont quand même rencontrées. Celle de l'essor de la lecture publique et puis celle effectivement du prix unique du livre, hein, puisqu'il y a quand même eu aussi parallèlement un gros effort de fait et une volonté très clairement affichée de développer la lecture publique, les bibliothèques, et que cette dynamique se poursuit aujourd'hui, même si elle s'est quelque peu infléchie, elle reste quand même réelle et les collectivités investissent de plus en plus sur la lecture publique et professionnalise de plus en plus ces outils. Donc ça a aussi un coût. Mais c'est une belle chose de pouvoir aussi le souligner et qu'effectivement, le prix unique du livre a sans doute, à sa façon aussi, permis de renforcer cette dynamique. Alors, je peux un peu plus parler du plafonnement des remises, hein, qui est donc apparu en 2003. C'est vrai que concernant les bibliothèques, alors je ne peux pas difficilement parler pour tout le monde, hein, mais je dirais que ça a été diversement accueilli, souvent craint, plus que redouté, puisqu'à l'époque, enfin moi la collectivité dans laquelle je travaillais, il y avait une remise de 22%.
On travaillait avec des libraires indépendants. Et que finalement cette remise a été acceptée et plutôt bien passée auprès des collectivités, c'est aussi parce qu'à l'époque, il y avait une aide du CNL qui a été faite sur 2 exercices budgétaires, donc sur 2 ans, et que je me souviens plus exactement du mécanisme, mais que si la bibliothèque augmentait son budget de tant de pourcents, le CNL augmentait d'autant. Et ça sur 2 exercices. Et ça, je pense que politiquement, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'abord de montrer qu'il y a un souci vis-à-vis de la collectivité. Oui, c'est pas seulement la vache à lait qui est là pour donner du fric, surtout qu'il y en a de moins en moins. Donc on participe, on s'investit pour pouvoir abonder et aider les collectivités. Et ensuite, ça permet de pérenniser parce que sur 2 exercices, rares sont les élus qui vont revenir sur 2 ans après, on va revenir à un budget plus bas. C'est arrivé malheureusement, mais ça reste quand même des exceptions. Donc les budgets ont quand même à ce moment-là été augmentés. Et c'est du coup, je dirais, une vieille histoire, plus personne ne revient dessus aujourd'hui. Ce qui me paraît aussi intéressant de rappeler, enfin, ou en tous les cas d'évoquer, c'est que soit j'ai eu de la chance, soit c'était une généralité, mais quelles que soient les collectivités dans lesquelles j'ai travaillé, la collectivité locale a toujours eu le soin de vouloir travailler avec les libraires locaux. Alors je vais m'entendre sur le mot libraire. Ça veut dire qu'on souhaite privilégier le dynamisme local. Et ça, je l'ai rencontré vraiment à peu près partout. Pas tellement d'accord pour aller finalement sur des grossistes parisiens. On a vraiment ce souci-là de vouloir travailler avec le tissu local et de le faire vivre. Le revers de la médaille, c'est qu'il peut arriver qu'il n'y ait pas de libraire ou peu de libraires indépendantes et qu'effectivement, promouvoir le local, c'est promouvoir le Cultura ou le Leclerc local. Ça arrive aussi. Donc c'est quand même à pondérer. On ne peut pas appeler ça du local, sincèrement. Oui, mais il fait quand même malgré tout, travailler des personnes localement. Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. C'est comme ça que c'est perçu par les collectivités. Oui, mais c'est même Pas toutes. je pense. Oui, pas toutes, mais souvent. Certaines collectivités qui ont fait des choix politiques de ce type. Et puis, le dernier point à souligner, c'est que se sont rajoutés à ça les marchés publics. Et les marchés publics sont généralement générés par le service des marchés, et que le service des marchés a des contraintes qui sont les siennes, voire des arguments qui sont les siens, qui ne sont pas toujours perceptibles par le bibliothécaire. Enfin, pour le bibliothécaire, c'est très difficile quelquefois d'argumenter en faveur de remises plus basses, parce que l'objectif d'un marché public est d'avoir au meilleur prix la meilleure qualité de service. Ça, la qualité de service n'est pas remise en cause, mais il y a toujours cette notion de prix, et que même si le prix n'est qu'un argument qui arrive, n'est qu'un point qui arrive en dernier ressort et qui est pondéré le plus faiblement possible, il n'empêche que ce point existe et demeure. Voilà. Donc ça, c'est là quand même une des difficultés pour pouvoir, je dirais, travailler en toute quiétude. Très bien. Merci beaucoup. On vient en un peu plus d'1 heure, on vient de passer par les différentes étapes de la chaîne économique du livre, c'est ainsi qu'on l'appelle. Vous avez pu entendre des témoignages assez précis quand même sur le rôle et la place de chacun. On aurait pu, et nous nous sommes posé la question, on l'a même évoqué, avoir un organisateur de manifestations littéraires qui aujourd'hui fait venir des libraires et aussi des éditeurs. Et il y a un petit débat autour de la vente directe des éditeurs sur une manifestation. Je me permets de le dire, ça fait partie des quelques débats qu'on peut avoir dans ces organisations-là. Mais voilà, vous avez là tout un panel de réflexions, de réflexions stratégiques et organisationnelles qui sont portées par les acteurs économiques de la chaîne du livre. Il est 15, donc on m'a rappelé les horaires, et donc de fait on a encore un quart d'heure. Est-ce que, voilà, j'imagine que vous avez préparé des questions ou des témoignages, et donc je me dois de vous... Attention. Je me dois de vous passer le micro et donc la parole.
Réfléchissez aux questions que vous avez posées. Là, vous avez l'opportunité d'avoir en face de vous des professionnels qui ont quand même réfléchi fortement à leur métier, au développement de leur métier. Et je pense que vous, étudiants en particulier, ça peut être des bons sujets que vous pouvez proposer. Allez-y. Oui, comme on est sur les métiers de la chaîne de livres, je me permets d'intervenir. Je m'appelle Patrick Châtel, je suis secrétaire du syndicat général du livre de Poitiers, CGT, et je suis représentant au titre de la filière graphique, qui regroupe les organisations syndicales patronales et de salariés pour promouvoir le livre. Si je me permets d'intervenir, c'est pour rappeler que une chose quand même qui est importante, et ça a été évoqué beaucoup, c'est le ressentiment que j'en ai, c'est que le livre avant tout c'est une affaire de passion. Passion qui anime tous les maillons de la chaîne du livre, depuis l'auteur jusqu'au libraire, mais aussi en passant sur la fabrication du livre, parce que je le rappelle quand même aussi, un livre c'est un contenu, mais c'est aussi un contenant. Et le contenant a aussi son importance. C'est ce qui valorise les choses. Et que, comme le rappelait à l'instant un représentant de la librairie, chaque maillon a besoin de vivre de sa passion, aussi bien l'auteur que donc c'était important pour nous de pouvoir nous exprimer par rapport à ça. Sur la loi langue en tant que telle, puisque c'est ce qui nous réunit aujourd'hui depuis longtemps, je me permettrais de rappeler quand même une chose qui n'a pas été évoquée pour le moment jusqu'à maintenant, qui pour moi est quelque chose aussi de très important, c'est que la loi langue elle avait trois objectifs. Elle avait le prix unique du livre, le prix unique décidé par les éditeurs, mais elle avait aussi la notion d'information la plus claire et la plus précise possible du lecteur et de l'acheteur. Et donc, au titre de cette notion d'information, le livre a certaines obligations légales encore aujourd'hui. Je le rappelle aussi, l'acheter imprimé, qui est important, savoir où est fabriqué le livre, et le dépôt légal. Le dépôt légal, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un livre est déposé et publié, il a l'obligation d'être déposé aux bibliothèques nationales un certain nombre d'exemplaires, ce qui est fait et ce qui va être. Et au ministère de l'Intérieur. Aussi, ça rappelle notre histoire beaucoup plus ancienne, mais qui a aussi son importance. Et vous disiez tout à l'heure aussi, pour moi c'était un élément important, la relation éditeur-imprimeur a été souvent très forte dans la branche. Je rappelle aussi qu'un certain nombre d'auteurs illustres aujourd'hui étaient avant tout, étaient souvent au départ des imprimeurs en même temps et des éditeurs par la même occasion. Donc c'est aussi important. Donc la notion d'information, elle est aussi importante. Et dans la période qu'on vient de vivre, on l'a ressenti. Dans la période qu'on vient de vivre, c'était aussi tout à l'heure, ça a permis de remettre un peu au niveau de la notion de bien essentiel qu'est le livre, qui est un petit peu laissé de côté bien souvent, mais des notions aussi, l'actualité présente nous le rappelle encore, l'environnement, les questions sociétales, les questions sociétales et sociales, qui sont aussi importantes par rapport à ça. Et ça, c'est de la responsabilité des uns et des autres. Donc, le livre, c'est un contenu, c'est un contenant, et au niveau de je me permets d'en parler également, au niveau de la filière du livre, on souhaite participer justement à la production du livre, parce que la loi langue, elle avait quand même l'objectif qui est dit, mais l'objectif derrière tout ça, c'est quand même le rayonnement du livre, de la culture, pas que de la littérature, de la culture et du livre, c'est ça. Donc tout le monde a intérêt à ce que ce rayonnement participe à cette promotion. Donc on a décidé au niveau de la filière graphique, c'est tout récent, d'une initiative que je me permets de livrer en relation avec l'université de Clermont-Ferrand, donc qui ne participe pas, j'ai vu à la journée par rapport à ça, mais on a décidé la filière graphique a pris à sa charge les coûts de fabrication d'un ouvrage qui s'appelle Réfugié, qui est ici, que je vous présente, et qui permet de donner la parole à l'intérieur du livre de tous les acteurs de la chaîne du livre, depuis l'auteur, la filière graphique bien entendu, mais aussi le libraire et tout ce qu'il y a en périphérie, donc les bibliothèques, Diffuseurs, distributeurs. voilà. Donc
c'est tous les aspects que je souhaitais aussi, enfin, l'éclairage que je souhaitais apporter par rapport à ça, parce que bon, on a aussi notre mot à dire, mais la notion du lecteur derrière, elle a aussi son importance et il ne faut pas l'oublier. Voilà. Merci beaucoup et j'engage mon agence. Nous présenterons votre ouvrage sur notre site et donc dans le réseau professionnel. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui. Monsieur l'élu. Merci de la parole. En fait, je suis intéressé au livre de façon générale et j'ai une activité modeste dans le cadre du livre. Quand j'entends, je dirais, tous les témoignages, en fait, vous avez la description complète de la chaîne du livre et puis je dirais aussi à un moment le propos de où se situe la difficulté pour la personne qui s'exprime. Et effectivement, si on prend les 100% du prix d'un livre, on voit bien qu'il y a des rondelles, quoi, et que, comment dire, arriver à s'en sortir, ça pourrait être de voir à quel endroit je peux jouer, chez qui je peux jouer. Bon, il y a ça, et puis après, il y a l'autre axe comme ça, qui est, si je vends 1000 livres et 100 000, c'est pas pareil. Bon. Et puis après, si on rentrait dans le détail de l'éditeur, c'est en gros, vous allez éditer un livre, peut-être que les Espagnols sont moins chers, ou les Polonais, enfin, en fait, on a des marges pour faire jouer chacune des situations, mais probablement qu'en tant que jeune, j'irais explorer les endroits où on peut penser autrement, plutôt qu'à l'aspect marketing. Il y a eu l'aspect métier qui a été évoqué très fortement par chacun. Monsieur Monti était éditeur, imprimeur, donc là, je dirais en gros, il essayait de récupérer une marge. Enfin, je dirais, c'est en gros, il n'avait pas un partenaire, il essayait de jouer dans quelque chose de plus large pour lui. Si vous prenez les livres 19e ou 18e, vous verrez que les libraires étaient souvent éditeurs, et en plus parfois imprimeurs, ils cumulaient des métiers. Quand vous trouvez des livres d'occasion qui n'ont pas été découronnés, qui ne sont pas ouverts, c'est parce qu'ils sortaient de chez le libraire dans cet état-là, quoi. Et en fin de compte, on cherche toujours l'endroit où on pourrait enfin respirer, quoi. Madame Druban sur les 40%. En fin de compte, c'est vrai que 40%, ça permet de vivre, 33% c'est dur, mais de toute façon, en tant qu'éditeur, si vous envoyez un livre à un libraire et que, en gros, vous avez mal pesé votre livre, au lieu de faire 250 grammes, il en fait 260, vous prenez 3 € de tarif postal dans les dents. Donc de toute façon, là, la question de la marge, on n'en parle même plus des 40%, parce que je dirais, vous avez un surcoût tout d'un coup d'envoi postal qui est complètement fou. Donc en fait, c'est compliqué. Voilà. Et puis la force publique, elle essaie en gros de faire de la subvention déguisée aussi. Hein. Enfin, quand vous La avez, compensation Pourquoi déguisé? Pourquoi déguisé? Elle n'est pas déguisée. parce que je vais dire, je veux dire, quand vous avez des propositions qui permettent aux libraires, je dirais, d'avoir les livres scolaires, etc., plutôt qu'un grand éditeur national, c'est que vous faites une aide, vous donnez un coup de main aux libraires indépendants. Bon, donc en gros, j'appelle ça de la subvention parce que si en gros, vous examinez suffisamment de marché pour qu'il puisse avoir une marge favorable pour le petit, quoi. En gros. Et voilà, je suis très pour. Ah bon? Plus que pour. Il l'a voté. Plus que pour, mais on est obligé tout le temps, avec le livre, tout le temps de trouver des mailles pour le faire vivre, quoi. Alors, il faut peut-être sortir de cette malédiction. Il y a peut-être des idées, quoi. Alors, certainement que le fait d'avoir plus de lecteurs qui lisent plus de livres, c'est certainement la bonne idée. C'est pour ça que Je me permettrai pour un instant. donc, je vais vous rendre la parole, mais il y a certainement des pistes à explorer ou réexplorer autour, je dirais, plutôt du métier, des métiers, plutôt que du marketing, quoi. Enfin, moi, ça serait une sorte de message général, c'est le circuit court, c'est aussi trouver des solutions qui fassent que le livre puisse vivre et que tout le monde puisse en vivre, sans forcément essayer de piller la marche chez un voisin imaginaire, ou je ne sais où, ou sur Internet, ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, Amazon, il peut vous doubler le nombre de ventes, mais il vous prend, quand vous êtes un petit éditeur, 60%. Donc ça
rien. Voilà. Donc, pardon, je me tais, mais j'espère que cet après-midi, on pourra parler de la Poste. Merci Thierry. Peut-être une réponse, s'il vous plaît? J'ai quand même envie de dire tout de suite, on ne cesse de remettre, bien sûr, je veux dire, regardez comment le métier de libraire s'est adapté aux évolutions. Mais regardez, je veux dire, c'est énorme. On n'a pas cessé de s'adapter, de se remettre en question. Et les jeunes libraires qui débutent aujourd'hui avec des librairies atypiques, avec des projets très riches, et même nous sommes par exemple avec la Belle Aventure transformés en société coopérative d'intérêt collectif. Il y a une quantité de pistes qui sont explorées et qu'on explore. Je veux dire, il ne faudrait pas croire que nous sommes des métiers dont la seule ressource est d'aller piller la marge aux voisins, comme vous dites. On a tous conscience des contraintes générales, mais on a tous aussi conscience des bénéfices qui sont faits à certains maillons de la chaîne. Il y avait juste... ça m'a échappé, c'était autre chose que je voulais vous dire, mais voilà, je vous ai quand même... Non, mais je voudrais rassurer Thierry, quand il vote le contrat de filière en Nouvelle-Aquitaine, il vote des crédits qui interviennent dans la mutation aussi de la librairie, qui permettent d'accompagner le temps de formation qui est offert aujourd'hui sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine au champ professionnel est l'un des plus conséquents en France. Et par nature, c'est parce que cette mutation, elle est là et elle doit opérer, que l'on soit aux différentes strates de la chaîne économique du livre. Alors, je voudrais juste dire un mot pour répondre un petit peu d'une autre manière par un témoignage à votre intervention. En effet, lorsque l'auteur dit que 10% c'est plutôt une situation maximale et que c'est généralement plutôt 8, il se plaint de la part qui lui revient. Alors, c'est évident que s'il demande l'auteur 2% de plus, il va falloir qu'on les prenne sur une autre des rondelles que vous avez évoquées comme constitutive du prix du livre. Bien, ce que je voudrais indiquer très simplement, c'est que en 40 ans de métier, j'ai vu mes ventes baisser progressivement d'époque en époque. Les livres que je vendais à 2000 exemplaires, je les vends aujourd'hui à 1000. Les livres que je vendais à 1000, je les vends aujourd'hui à 500. Et les livres que je vendais à 500, je les vends à 200. C'est ça la réalité. Si on ne regarde pas cette dimension, personne ne peut rien comprendre. Ça concerne cet aspect, disons, des choses, cet aspect très significatif des choses, concerne absolument tous les acteurs, de l'auteur au libraire, en passant par le diffuseur, naturellement. Donc, vous voyez, c'est une question sur laquelle on doit s'interroger. La loi sur le prix unique fait partie d'un dispositif global de politique publique, de soutien au livre. Très bien. Aujourd'hui, les conditions générales d'exercice de ces métiers ont profondément changé. Alors, il ne s'agira pas seulement de réactiver des dispositifs anciens ou de renforcer ou de dire, comme nous le disons ici, que la loi Lang mérite de continuer, d'exister, etc. Mais enfin, nous sommes gouvernés, pardon de vous le dire, par des gens pour qui le libéralisme est un peu la pierre angulaire du raisonnement politique. Bien, dans ces conditions, il n'y a pas tellement de raisons que cette loi ne soit pas attaquée demain comme elle l'a été hier. On a prononcé le nom des centres Leclerc tout à l'heure. Monsieur Leclerc, fils, a une obsession dans la vie. Chaque fois qu'il a une occasion, il en parle, c'est que cette loi soit abrogée. Il ne pense qu'à ça. C'est formidable. Bien, et c'est lui qui a le premier, du reste, été traîné devant les tribunaux 10 fois plutôt qu'une pour contravention à cette loi. Bon, donc voilà. Alors, je pense qu'il faut quand même se poser le problème de la lecture, mais pas de la lecture publique, de la lecture. Qu'est-ce qui fait qu'on a aujourd'hui moins de lecteurs? Peut-être qu'on a trop de livres, hein. C'est peut-être ça la réponse. Peut-être qu'elle est purement mécanique. Hein. En tout cas, l'un dans l'autre, il faut se poser la question de la lecture avant tout autre. J'aimerais réagir si c'est possible. Oui, et après, on revient au livre. Sur cette histoire, effectivement, de la surproduction, en fait. Aujourd'hui, et dans vos propos, Monsieur Perrault, vous parliez effectivement du local et d'essayer d'avoir une réflexion voilà, où tout le monde s'y retrouve, etc. Aujourd'hui, en fait, là vraiment je reprends très très fortement la défense des auteurs. Aujourd'hui, il y a une surproduction. Madame Benamou parlait de
68 000 nouveautés. En jeunesse, je crois qu'on est de l'ordre de 6 ou 7 000 propositions annuelles. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi cette surproduction est possible ? Elle est possible parce que, en fait, les auteurs aujourd'hui n'arrivent pas à vivre de leur travail et que quand on est auteur, il faut avoir une réflexion extrêmement poussée pour savoir si on choisit de vendre son âme au diable ou pas. Hein. J'ai parlé un peu rapidement, mais effectivement, moi j'ai beaucoup de discussions avec des auteurs. Moi, franchement, sincèrement, mon dernier livre, je gagne 98 centimes par livre vendu. Okay ? Le taux moyen de droit d'auteur en jeunesse, c'est 4,3% sur le prix du livre. Comment voulez-vous vivre dans ces conditions de votre travail? C'est tout simplement impossible. Donc, nous travaillons à côté sur des métiers qui ne sont pas forcément ceux des auteurs, des métiers de médiation, des métiers de production d'ateliers, etc. Je ne serai pas avec vous d'ailleurs cet après-midi parce que je vais animer un atelier dans un lycée de Poitiers. Mais en fait, aujourd'hui, les auteurs ne peuvent pas vivre, sauf best-seller, coup de chance ou plus de talent que les autres, mais bon, je pense que c'est surtout de la chance, voilà, ou des stratégies éditoriales très poussées, ne peuvent pas vivre de leur travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben moi, j'ai régulièrement cette conversation avec des collègues auteurs. Hein. Ils disent, moi, il faut que je publie 6-7 bouquins par an, parce que sinon, je m'en sors pas. Donc, en fait, je prends n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, ils le disent pas comme ça, mais ça risque aussi de produire ça. Ça risque aussi de produire des réponses, en fait, à des commandes qui ne correspondent pas du tout à un projet personnel, qui ne correspondent plus, en fait, à un travail de création, mais qui correspondent plus à un travail de réponse au marché, presque de marketing en fait éditorial, et en particulier en jeunesse, ça peut être très très fort et ça peut aller très loin, mais pour des raisons de misère économique. Donc moi, j'en veux pas du tout aux copains et aux copines qui font ça, hein, mais le système tel qu'il est constitué produit ça. Alors depuis août 2020, sont reconnus dans les droits d'auteur les revenus de l'auto-édition. Et là, je dis attention les éditeurs, parce qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui, lassés en fait de se faire exploiter de cette façon-là, ont décidé de produire en fait leur propre produit littéraire. Voilà. Voilà. Et effectivement, quand alors, on n'a pas la Christine, effectivement, on n'a pas la diffusion, on n'a pas la librairie, on n'a que la diffusion locale. N'empêche que certains auteurs y retrouvent quand même leur compte, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont une mise de fonds de départ, certes. Ils vendront peut-être 10 fois moins de livres, mais ils auront une marge qui sera 10, 20, 30, 40 fois supérieure à ce qu'ils ont en passant par le système éditorial. Donc des choses comme ça sont en train de se développer. Et je pense qu'en effet, la question du partage de la richesse, du partage de la valeur, doit se poser, et doit se poser aussi avec les diffuseurs qui sont jamais autour de la table. On a toujours les mêmes acteurs. On a les libraires, les bibliothécaires, les éditeurs et les auteurs. Les diffuseurs, on ne les voit absolument jamais. Ils ne parlent jamais, ils ne s'expriment jamais. Et je trouve que c'est bien dommage. Voilà. Donc je tiens aussi à remettre les choses, les pendules à l'heure là-dessus. Il y a une surproduction, parce qu'il y a une misère organisée des auteurs et pendant des années aussi des libraires, voilà, et des petits éditeurs. Donc voilà, tant mieux si la librairie repart, mais tout ça est fragile. Merci. Je pense que ce que vous venez de dire est très important. Aujourd'hui, la fragilité économique des auteurs est conséquente. Le modèle économique structuré autour de la chaîne du livre doit être interrogé. Je crois que là-dessus, il faut accepter ce débat. Il n'est pas sûr qu'on en trouve une solution. Vous avez cité l'autodiffusion. C'est quand même un sujet quand même qui est un peu complexe aujourd'hui et qui représente de façon très très parcellaire, comme vous l'avez dit, les auteurs à forte notoriété, donc qui ont déjà quelques garanties de vente par le propre de l'édition. Après, c'est tout, et je me retourne vers les collègues de l'État. Je pense qu'il y a aussi, il faut profiter aussi de cet anniversaire de la loi pour repenser aussi la structuration économique. Il y a des champs entiers du monde de la culture qui ont su retravailler ces dispositifs-là. Nous devons aussi travailler à cela parce qu'il y a un vrai risque. Il y a un avenir complexe qui peut très bien aujourd'hui mettre en péril la qualité éditoriale de nos ouvrages. Vous souhaitiez intervenir et on va... Je m'excuse. Attendez, je veux juste savoir s'il y a des questions.
C'est dommage qu'il n'y en ait pas. Vous avez l'opportunité, là, vous pouvez poser tout type de questions. Ah, d'accord. Donc on finit là-dessus et après... Oui, moi je voulais juste faire une réponse à Hélène, c'est juste pour pas que, parce qu'on va dériver de sujet peut-être, pour dire que nous voyons un phénomène en librairie se développer très fortement, en particulier depuis les confinements, parce que les gens ont eu du temps. Nous avons des vagues de gens qui viennent avec des livres auto-édités, on les refuse systématiquement. On l'a dit ici, nous sommes tous d'accord, le livre c'est une chaîne de métiers, éditeur est un métier, c'est eux qui rendent cohérent la production d'un livre en l'incluant dans un... D'abord en décidant si oui ou non ça vaut d'être publié, tout simplement, en revoyant éventuellement avec l'auteur ce qui pourrait être perfectionné, et puis en lui donnant une forme physique, comme vous l'avez dit, c'est très important la dimension physique du livre. Et puis enfin, le diffuseur et le distributeur jouent leur rôle. En aucun cas, on ne prend d'auto-édition, sauf de façon extrêmement rare, un objet d'artiste, quelque chose comme ça. Donc les libraires sont submergés en plus aujourd'hui par des auteurs qui s'imaginent que ça peut marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et il n'y a aucune manière en plus de leur faire une bonne réponse, systématiquement, même en y mettant l'effort, même en expliquant, etc. C'est toujours très vexatoire pour la personne qui s'entend dire « votre livre ne nous intéresse pas ». Donc ce n'est pas à nous de le faire, et l'auto-édition, pour moi, n'est absolument pas une réponse au problème qui se pose aujourd'hui. Merci, madame. Je partage personnellement vos propos. Monsieur, et ça sera la dernière question, s'il vous plaît. Oui, donc une question. Donc, je suis étudiant en master et ma question, elle est est-ce qu'aujourd'hui on peut encore réellement parler d'une chaîne? Oui. Et est-ce qu'il y a vraiment une solidarité? Est-ce que, de ce que vous dites les uns et les autres, chaque maillon est tellement en tension qu'on a l'impression qu'il est sur le point de se rompre du fait de la pression libérale, des gros groupes éditoriaux, et c'est un peu compliqué parce qu'effectivement on ne sait plus vraiment à qui on s'adresse, on ne sait plus vraiment sur qui il faut faire attention. Alors moi j'ai fait un stage en petite librairie, j'ai fait un stage en petite maison d'édition, et j'ai rencontré dernièrement les éditions à Vérone à Saint-Junien, et qui lui fait son autoproduction, et il dit moi ça a été un choix politique et un choix éthique de ne pas placer et de ne pas me faire distribuer. Donc, non, mais bonne question. Peut-on parler encore de chaîne aujourd'hui? Alors, je vais vous répondre de façon peut-être un peu absurde, mais je pense que, bien entendu, c'est une chaîne, et je pense que c'est une chaîne contrainte, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous sommes interdépendants. Tous les acteurs de cette chaîne sont interdépendants les uns des autres. C'est impensable que nous puissions exister maillon par maillon, indépendamment des autres maillons. Voilà, ça me semble tout à fait simple à dire. Par ailleurs, je dirais que la question, il faudrait la déplacer un tout petit peu, peut-être, du côté de la notion d'indépendance plutôt. Y a-t-il ou n'y a-t-il pas d'indépendance chez les éditeurs, chez les libraires, etc. Ça, c'est une vraie grande... Et chez les auteurs, conséquemment, puisque, si j'en crois ce que vous avez dit à l'instant, les auteurs peuvent s'accuser eux-mêmes de surproduction, alors qu'en général, ils ne font que répondre à des commandes. Hein. Ce sont les éditeurs qui font de la surproduction. Pourquoi on fait de la surproduction ? C'est toujours pour répondre à de la mévente. C'est un fondamental des théories économiques. Françoise Benhamou vous le direz, on surproduit quand on ne vend plus assez. Voilà, quand on vend 300 exemplaires d'une référence au lieu d'en vendre 600, eh bien, on fait une référence de plus. Vous comprenez ? Alors, la question de l'indépendance, juste là-dessus pour finir, je pense que c'est très compliqué d'être, par exemple, je le dis pour mon cas personnel, un éditeur indépendant, lorsque, par exemple, j'ai été diffusé pendant des années par une maison diffusée et distribuée par deux maisons conjointes qui s'appellent le CDE et la Sodis, qui appartiennent à Gallimard, qui sont donc elles-mêmes répondent à des impératifs
de politique économique. Et évidemment, lorsque vous êtes un petit éditeur sans aucune participation économique dans votre capital, d'aucune entité, quelle qu'elle soit, et que vous êtes entre les mains d'un diffuseur qui, au fond, règle la façon dont il diffuse vos livres, eh bien, vous n'êtes plus indépendant. Voyez. Donc, la question de l'indépendance, qui est brandie toujours un peu comme l'argument ultime, c'est-à-dire je suis indépendant, donc je suis vertueux, au fond, c'est une question qui est beaucoup plus épineuse qu'il y paraît. Merci. On va rester sur cette conclusion. L'indépendance et le fait qu'elle soit... que l'épine soit un élément de l'indépendance. Oui, alors, oui, tout à fait. C'est une logique de l'interdépendance qui est essentielle.